Bonjour à tous. Je remercie Vincent Dayen de m'avoir convié à cette belle journée et de m'avoir donné un challenge. Effectivement, mon challenge est de vous convaincre en quelques minutes d'équiper des patients porteurs d'un kératocone. Parce que, surtout pour nos jeunes confrères, il faut se lancer dans la contacto et en étant bien organisé, on a des adaptations et des résultats qui sont très très gratifiants. N'ayez pas peur d'équiper les kératocones. Bon, bref rappel sur ce que c'est qu'un kératocone. C'est une dystrophie cornéenne extasiante, génératrice d'un astigmatisme irrégulier. Et le but justement de poser une lentille de contact, c'est de réduire cet astigmatisme pour donner une bonne qualité de vision à nos patients. Mais tous les patients porteurs d'un kératocone ne nécessitent pas une adaptation en lentille rigide. Ne vous lancez pas sur des patients qui ont une acuité visuelle à 7/10, ils sont très contents, ils gardent leurs lunettes. Un kératocone frustre peut très bien être équipé avec un excellent résultat, avec une lentille souple en silicone hydrogel torique. Donc ne vous lancez pas et attendez et n'équipez que des patients qui ont un réel besoin d'une lentille rigide. Contrairement à l'idée reçue, dites bien à vos patients que la lentille rigide ne va pas bloquer l'évolution du kératocone. Seul le crosslinking peut le faire et on est parfois obligé, quand le kératocone évolue, de changer les paramètres et la géométrie de la lentille. Comment faire qu'une adaptation en lentille rigide sur un kératocone ne va pas vous prendre de temps? Il faut être très bien organisé, avoir une adaptation être très rigoureux dans l'adaptation et faire toujours la même chose. Et moi, je privilégie des plages de lentilles dans le cabinet. Surtout les confrères qui font du tout venant, qui sont pas hyper spécialisés. Si vous voulez faire de la contacto, faites des plages dédiées pour pendant par exemple 2 heures ou 3 heures, ne réfléchir qu'en termes de contacto, plutôt que de passer d'un patient glaucome à un problème de rétine et revenir à un patient à adapter en lentille. Réfléchir pendant plusieurs heures d'affilée en contacto, c'est beaucoup plus simple pour vous et moins fatigant pour votre cerveau. Ne pas vous disperser dans les boîtes de lentilles, privilégier 2 fabricants afin de bien connaître les paramètres de chaque lentille, les diamètres, les rayons de courbure, les géométries, les dégagements, savoir comment bouge une lentille sur l'œil, ne vous dispersez pas et travaillez avec 1 ou 2 fabricants. Moi, je privilégie Nikon et le laboratoire LCS, mais bon, il y en a bien d'autres, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Alors, le bilan préadaptation, bien sûr, classique, historique, antécédent. Si le patient a essayé autre chose, comme lentille, ne repartez pas sur quelque chose qu'il a déjà essayé. L'examen clinique classique avec la kératométrie à l'autoref, la réfraction, analyser la cornée de votre patient, bien sûr la pachymétrie et éventuellement faire un fond d'œil. Classifier le kératocone n'a pas grand intérêt. Par contre, faire une topographie de référence est très important, car pour le choix de la lentille, si votre cône est bien centré, vous partirez plutôt sur une lentille de petit diamètre. Si le cône est décentré, on partira plutôt sur une lentille de grand diamètre. 4 étapes. Comment choisir la première lentille à poser sur l'œil du patient? Se baser sur le rayon moyen de la kérato automatique et non pas de la kérato du topographe. Et choisir le diamètre, comme je vous l'ai dit, en fonction du centrage du cône. Petite aparté pour le verre scléral, quand la cornée en topographie est très 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 irrégulière, que votre lentille ne va pas bien se positionner, à ce moment-là, démarrez sur un verre scléral d'emblée. On pose la première lentille avec une goutte d'oxybu pour que le patient, c'est quand même son premier contact avec une lentille rigide dans la plupart des cas, pour qu'il puisse garder les yeux ouverts dans la salle d'attente. Et vous le mettez dans la salle d'attente pendant une demi-heure. Et vous revoyez le patient après cette demi-heure de pause, que la lentille se soit bien centrée. Et ne commencez pas par faire une acuité visuelle, c'est une perte de temps.
On ne fait l'acuité visuelle que quand l'image fluo est satisfaisante. Et vous allez voir comment on analyse une image fluo. On ne fait l'acuité visuelle et la réfraction additionnelle que quand on a la bonne forme de lentille pour commander une lentille avec la bonne correction. Il faut d'abord analyser la forme de la lentille. Comment on analyse l'image fluo? Toujours dans ce sens-là, il faut être hyper rigoureux. On part de l'apex. Ensuite, on regarde le centrage et la mobilité, et ensuite on analyse la périphérie de la lentille avec les dégagements. L'apex de la cornée, l'image de gauche, vous voyez, il y a beaucoup de fluo au centre. Donc ça, cette image, le rayon de courbure est trop serré. Il y a trop de fluo, il faut aplatir le rayon de courbure. L'image de droite, il y a un contact trop important, il y a une zone de noir là au milieu qui est trop importante, la lentille est trop plate, il faut resserrer le rayon de courbure. L'image optimale, c'est celle du milieu, avec juste à peine un léger contact au centre et de la fluo tout autour. Ça, c'est la bonne image fluo. Ensuite, le centrage et la mobilité. Celle du centre, elle est bien centrée, elle est bien. Celle de gauche, la lentille est un peu trop haute. Cette lentille est trop plate. Il faut cambrer la lentille ou jouer sur le diamètre. Commençons par s'occuper uniquement du rayon de courbure. La lentille de droite, elle chute, elle est trop serrée. Il faut aplatir le rayon de courbure. Maintenant, les dégagements. La lentille de gauche, il n'y a pas assez de fluo en périphérie de la lentille. Il faut ouvrir le dégagement. EL, ça veut dire edge lift. Il faut augmenter l'edge lift de cette lentille. La lentille de droite, il y a trop de fluo. Il faut diminuer l'edge lift. Il faut resserrer l'edge lift. Et celle du centre, elle est très bien. Il y a un bon centre, un bon dégagement. Cette lentille a les bons paramètres. On va pouvoir faire une acuité visuelle et une réfraction additionnelle sur cette lentille, mais pas avant. Cette lentille est bien adaptée au centre et en moyenne périphérie et sur les dégagements. Là, on a une bonne image fluo. Quid du verre scléral? Beaucoup de laboratoires commercialisent maintenant des verres scléraux parce que c'est quand même très confortable pour le patient. Ça améliore la qualité de la vision, mais surtout le confort du patient. Le verre scléral, vous voyez, il va de blanc à blanc, il va très loin sur la sclère. Ça, c'est un verre scléral de 16,5 mm de diamètre. Ça, c'est un verre scléral de 14. L'analyse de l'image n'est pas tout à fait la même. Avec le verre scléral, on utilise la lampe à fente, mais en fente fine et en lumière blanche, mais après avoir mis quand même à la pose de la lentille du verre scléral, il faut mettre une goutte de fluo à l'intérieur, parce que le diamètre est tellement grand que vous ne pouvez pas mettre de la fluo après. Donc vous mettez une goutte de fluo avant la pose de la lentille, vous remplissez le verre scléral avec du sérum physiologique, et ensuite, après, pareil, le patient il part une demi-heure dans la salle d'attente, et vous analysez non pas à la lampe à fente normale avec le filtre bleu, vous l'analysez en fente fine avec la lumière blanche, et il faut analyser l'épaisseur du réservoir fluo sous la lentille. Cette épaisseur doit être identique à l'épaisseur de la lentille. Il ne doit pas y avoir de contact du verre scléral sur la cornée. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettait un verre scléral sur des cornées très déformées, très irrégulières. Et donc il faut, avec la fente fine, balayer toute la surface du verre scléral, parce qu'on peut avoir des endroits où le réservoir est bon, est important, et à d'autres endroits où il y a carrément un contact, il n'y a pas assez de réservoir de larmes sous le verre scléral. Et le verre scléral, vous voyez, on ne peut pas analyser comme ça. Il y a un petit contact sur le côté, là, il y a une zone noire, mais l'analyse avec le verre scléral se fait avec la fente fine. Quelques exemples en images. Vous voyez, cette image fluo, qu'est-ce que vous allez en penser de cette image fluo? Eh bien, il y a un contact. Le rayon de courbure est trop plat. Il faut resserrer le rayon de courbure.
Ici, il faut regarder les bords, parce que la fluo centrale, elle est pas mal du tout. Par contre, les bords ne sont pas bien. Il n'y a pas assez de fluo sur le bord. Donc, il faut ouvrir le dégagement. J'ai le temps de faire un cas clinique. Ce jeune homme, c'est un jeune homme que je suis maintenant depuis longtemps, mais son kératocone a été découvert en 2010. Il a eu un cross-linking en 2012. Voilà sa kérato moyenne après le cross-linking. Et sa réfraction, vous voyez, il n'y a pas un astigmatisme très important, un astigmatisme réfractif, mais il a une acuité visuelle qui n'est pas très bonne, elle est médiocre. Sa topographie me montre qu'il a un kératocone décentré. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va partir sur une lentille de grand diamètre. Et pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, les rayons de courbure là, de la topographie me donnent des rayons très serrés. Alors que sur le kératomètre, j'avais des rayons, la kérato moyenne, on va partir sur du 7,46, 7,45. Donc je vais lui mettre une lentille, une rose K2 de grand diamètre, un diamètre 11-20, avec un rayon de courbure à 7,40, parce que c'était un cône décentré, donc un grand diamètre. Et après l'analyse de l'image fluo, j'avais un appui central, mais par contre l'image des bords était bien. Et la réfraction additionnelle, il fallait que j'ajoute un +3. Donc, puisqu'il y avait un appui central, j'ai resserré mon rayon de courbure de 10 centièmes. De 7,40, je suis passée à 7,30, mais j'ai gardé les bords identiques, j'ai gardé le même diamètre et j'ai simplement fait la réfraction additionnelle. Donc, gardez bien en mémoire que si vous êtes bien organisé et très rigoureux dans les différentes étapes de l'adaptation, cette adaptation n'est pas chronophage. Il faut être bien organisé et très rigoureux. Et c'est une adaptation qui est très gratifiante parce que vous allez donner une acuité visuelle utile à ces patients qui sont très handicapés par leur astigmatisme important. Et c'est un traitement optique. Et bien sûr, il faut penser au cross-linking et aux anneaux. Merci.